Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 171 si je ne m'abuse. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Cette semaine-ci, c'est la semaine des cartes graphiques, parce que littéralement, nous avons eu l'annonce d'AMD, ainsi que la sortie de la RTX 3070. Donc beaucoup de news au niveau cartes graphiques. On commence aussi à avoir des news au niveau de cartes graphiques plus raisonnables niveau prix, parce qu'évidemment, pour le moment, c'est très le haut de gamme qui sort, et puis on va avoir milieu de gamme, et puis entrée de gamme, ça se passe toujours comme ça pour ceux qui se demandent. Mais dans tous les cas, oui, c'est assez bien la semaine de la carte graphique. On a toutefois d'autres petits trucs à côté à parler, quand même. Donc ça va. Donc la news qui a fait certainement le plus de bruit, c'est l'annonce par AMD des RX 6900 XT, 6800 XT et 6800. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous voulez la voir, je vous la mets dans le petit i au-dessus à droite, pour une fois je suis correct, voilà, nice. Comme ça vous pourrez voir un petit peu tout. Je vous fais toutefois ici un résumé très rapide. La 6900 XT se place normalement selon AMD à peu près au niveau de performance d'une 3090, RTX 3090. La 6800 XT se place au niveau d'une 3080 tout en coûtant moins cher. D'ailleurs, la 6900 XT coûte 999 $. C'est sans les taxes, il faut en tenir compte. La 6800 XT, elle coûte 649 $ et donc est au niveau d'une 3080. Et la 6800, elle se place au-dessus en réalité d'une 2070 à 579 $ et est même plus performante aussi. Alors, il y a des trucs qu'il faut tenir compte par rapport à ma vidéo que j'avais montrée, notamment AMD un petit peu était un peu sneaky, hein, comme je le dis toujours, à toujours prendre avec des pincettes les benchmarks. Les benchmarks sont plutôt honnêtes, genre ils ont utilisé des jeux vraiment... Ils n'ont pas juste utilisé des jeux optimisés AMD, il y a des jeux optimisés plus Nvidia dans cette liste-là, donc ils sont assez honnêtes là-dessus. Un truc par contre qu'ils sont amusés à faire, notamment avec la 6800, si vous regardez en bas, ils ont testé avec le Smart Access Memory. Donc c'est une fonctionnalité qu'ils ont aussi introduite avec ces 6800 et 6900, qui est en gros, si vous avez un processeur Ryzen, vous pouvez accéder à un paramètre dans le BIOS de votre carte mère. Et en gros, ça permet au processeur d'accéder à la mémoire de la carte graphique directement. Donc, ça augmenterait les performances selon AMD. Il faudra le tester évidemment. Mais ici, ils l'ont activé pour le test de la 6800. Et ils l'ont comparé à la 2080 Ti parce que c'est vrai que la 3070 n'était pas sortie à l'époque, techniquement, pour leur présentation, vu que c'était arrivé le jour avant la sortie officielle des 3070. Donc, ça aurait été... Bon, je suppose qu'ils en avaient une sous la main, hein, mais ils ne pourraient pas le montrer ou sinon, genre, ils auraient été accusés d'avoir été chercher une 3070 quelque part. Mais bon, bref. Pour la 6800 XT, par contre, ça a été testé normalement. Et pour la 6900 XT, ils ont testé avec le Smart Access Memory et le Rage Mode. Le Rage Mode, c'est un truc où vous pourrez overclocker automatiquement avec un clic votre carte graphique. Ce qui semble être plutôt pas mal. Mais du coup... pour moi, ça montre clairement que cette 6900 XT n'est pas vraiment au niveau d'une 3090 si elle a besoin de tout ça d'activer. Donc, ce que je vois clairement ici, c'est que la 6900 XT sera en dessous d'une 3090 certainement, sans tous ces artifices en plus, on va dire. Mais elle sera toujours très très bonne au-dessus d'une 3080. La 6800 XT devrait être à peu près au niveau d'une 3080. Dans certains jeux, elle sera en dessous, certains jeux, elle sera au-dessus. Et puis, vous avez la 6800 qui semble être clairement plus puissante par contre que la 3070. Un truc que vous pouvez toujours remarquer avec AMD, c'est que les prix ne mentent pas. S'ils ont mis celle-là à 999 $, c'est qu'ils peuvent se le permettre. S'ils ont mis celle-là à 649, c'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait au niveau d'une 3080 ou qu'ils ne la dépassent pas dans tous les jeux. Et du coup, ils coupent l'herbe sous le pied à Nvidia en se mettant moins cher. Et pour la 6800, comme j'ai dit, comme elle coûte 579 $, c'est qu'ils sont assez confiants sur le fait d'être plus performants que les 3070. Toutes les cartes ont 16 Go de RAM, GDDR6, pas de la X ou autre chose, GDDR6. Et au moins comme ça c'est simple, ma foi, il n'y a pas de « Oh, est-ce que 8 Go c'est mieux que ça va aussi bien que 16 Go ?» Non, là c'est 16 Go tout le monde, voilà, on se fait pas chier, nickel. La 6900 XT sortira le 8 décembre, la 6800 XT et la 6800 sortiront le 18 novembre, ce qui est assez proche en réalité. Et du coup, c'est à peu près tout pour un résumé très rapide. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Ensuite, AMD a posté une autre news après la présentation où ils ont montré plus de benchmarks. D'ailleurs, ils ont détaillé un peu plus la configuration de test. C'était à peu près la même d'ailleurs que pour les benchmarks qu'on a vus avant et que vous avez déjà vu dans la vidéo si vous l'avez déjà vu. Donc je vous mets ça à part dans la table des matières parce que ça, c'était pas dans la vidéo. Et du coup, ça donne plus d'informations. C'est assez intéressant. Déjà, du coup, ces benchmarks comparent toutes les cartes qu'on a pu voir lors de la présentation, mais sur les mêmes graphes.
Donc la 6900 XT, la 6800 XT, la 6800, la 3090, la 3080 et la 2080 Ti. Pas de 3070 encore une fois parce qu'elle n'était pas sortie pendant qu'ils ont fait leur test. Après la 2080 Ti et la 3070 sont très proches, donc c'est assez représentatif. Mais du coup, ici, ce qui est assez intéressant déjà, c'est que comme j'ai dit, tout est sur le même graphique. On a des tests en 4K et en 1440p. Et aussi, AMD n'a pas mis le Rage Mode ici. Donc, ils ont juste, comme il a indiqué, le Smart Access Memory qui peut donner un gain de performance par rapport à juste rien du tout d'activé. Donc, tenez-en compte. Peut-être que, du coup, la 6800 XT ne serait pas 9,3% plus performante que la 3080 si elle n'avait pas le Smart Access Memory. Mais c'est quand même un paramètre, genre c'est un paramètre selon moi qui est assez intéressant parce que c'est pas vraiment l'overclocking, c'est juste un switch et genre la carte est plus puissante. Donc c'est assez honnête aussi. Le Rage Mode par contre n'est pas activé et je pense que c'est préférable parce que le Rage Mode c'est de l'overclocking. Vous voyez, donc c'est pas représentatif des vraies performances parce qu'une 3080 aussi vous pouvez l'overclocker et vous pouvez l'overclocker en un clic aussi avec genre MSI Afterburner ou Asus GPU Tweak. Donc ouais, c'est pas représentatif des vraies performances, l'overclocking, parce que chacun va avoir des résultats différents. Donc là, ils ne l'ont pas activé, je tiens à le préciser. Mais bon, encore une fois, et je tiens vraiment à le redire, c'est des chiffres qui viennent d'AMD. Donc, ils ont peut-être pris les jeux qui profitaient le plus avec le Smart Access Memory, déjà. Même si c'est pas vraiment... La sélection de jeux reste à peu près la même et elle est très honnête, franchement. Vous avez Battlefield 5, Borderlands 3, Call of Duty, le dernier, The Division 2, Doom Eternal, Forza Horizon, Gears, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider et Wolfenstein Youngblood. Donc c'est certains jeux qui sont clairement optimisés Nvidia, donc ils sont assez honnêtes sur ces benches. Donc ça permet de vraiment voir ce que ça vaut. Du coup, qu'est-ce qui est assez intéressant? Donc vous avez ce tableau qui résume, hein, comme je l'ai montré avant. Donc la RTX 3080 représente 100%. Donc c'est le point de comparaison. Elle est à 100% et il vous montre justement les pourcentages de différence. Donc on voit que la 3090 est 7,6% plus performante en 1440p et 10% plus performante en 4K. Plutôt représentatif de ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur les tests. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. La 6800 XT du coup est 9,3% plus performante qu'une 3080 et 104% plus performante en 4K. La 6800 est en dessous évidemment, mais on voit qu'elle est clairement supérieure à la 2080 Ti. Et la 6900 XT est par-dessus tout le monde à 115% en 1440p et 113,4% en 4K. Et du coup, ben, c'est assez intéressant. Surtout qu'on voit que les cartes AMD semblent mieux se débrouiller en 1440p et leur avantage diminue en 4K. On a vu d'ailleurs la même chose avec les nouvelles RTX 3000, c'est qu'elles sont plus à l'aise en 4K justement et elles sont moins intéressantes en 1440p par rapport aux 2080 Ti. On voit toutefois aussi que cette configuration de test avec le 5900X donne aussi pas mal d'avantages à même Nvidia par rapport à la 2080 Ti. Donc la 3080 est 21% plus performante et genre c'est à peu près les chiffres de performance qu'on avait avec un Core i9 normalement, donc ça montre que 5900X se débrouille plutôt pas mal dans les jeux. Le test est pour bientôt, encore une fois, ce sera le 5 novembre hein, pour ceux qui se demandent, donc c'est dans quelques jours. Mais bon, dans tous les cas, c'est assez intéressant de voir cette différence entre le 1440p et le 4K d'une marque à l'autre. Je pense qu'au final, il vaut mieux être plus performant en 1440p qu'en 4K, surtout parce que beaucoup de gens ont encore des écrans 1440p. Il y a beaucoup de gens qui vont upgrade vers du 1440p et qui ne vont pas upgrade vers du 4K. Donc je pense que AMD a peut-être bien fait ses devoirs là-dessus pour essayer d'optimiser pour le 1440p. Mais le 4K est quand même très prometteur aussi, il ne faut pas déconner. Elle reste plus performante selon les chiffres d'AMD. Et je tiens vraiment encore une fois à le préciser. Selon les chiffres d'AMD, on reste plus performant que les 3000, les RTX 3000. Donc, yep. Vraiment hâte de voir des reviews indépendantes parce que, encore une fois, c'est les chiffres d'AMD et peut-être que ces jeux-là profitent plus du Smart Access Memory et ça permet de vraiment voir la différence de performance. Mais une chose est sûre, même si elles ne sont pas plus performantes, même si elles sont quelques pourcents en dessous en termes de performance, elles sont toujours très intéressantes en termes de prix et même aussi, selon moi, pour quelqu'un qui veut un PC plus future-proof, les 16 Go de RAM, ça va beaucoup influencer parce que vous êtes sûr que des jeux d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans pourront en tirer pleinement toujours parti. Et aussi, ce Smart Access Memory est assez intéressant, encore une fois. Mais bon,
on verra bien ce que ça donnera. Je vous rappelle que les deux cartes, donc les 6800 et 6800 XT arrivent justement le 19 et la 6900 XT arrivera le 6 décembre. Et personnellement, je tiens à vraiment le dire, je vais peut-être repasser sur une carte AMD si ça continue. Ça fait très longtemps. Ma dernière carte AMD, c'était une 7870. Donc au final, oui, ça ressemble un peu au niveau non, mais c'était pas du tout la même. C'était une HD 7870 et c'était une carte que j'aimais beaucoup, franchement, très performante, no problemo. Je l'avais acheté à un très bon prix. J'avais acheté en dessous de 300 € pour information à l'époque. Beaucoup aimé. Mais après, je suis repassé chez Nvidia, ou plutôt, je suis passé techniquement chez Nvidia. Enfin non, repassé techniquement. Et depuis, je suis resté sur les cartes Nvidia, honnêtement, jusqu'à maintenant. Parce que selon moi, elle offrait plus par rapport à ce que j'avais comme budget et tout. Et j'en ai acheté pas mal par moi-même, je tiens à le préciser. Là, bon, la 3080 FE, évidemment, voilà. Mais, yep, là, je vais peut-être... On va me dire, oh, c'est dommage, c'est une 3080 FE. Oui, mais personnellement, c'est ma config personnelle, c'est mon outil de travail principal, donc j'essaye toujours d'avoir le meilleur. Et puis si, ça me permet aussi de repasser à du full AMD, parce que ce sera intéressant, et de tester, voir aussi ce que ça donne. Est-ce que c'est stable avec mon utilisation? Est-ce que j'ai eu des problèmes, des black screens, un petit peu comme avaient les utilisateurs de 5700 et 5700 XT à l'époque? Est-ce que tout va bien, quoi? Et du coup, ça vous permettra aussi de voir aussi si vous auriez des problèmes. Et un truc aussi intéressant que j'aimerais tester, c'est voir si je peux me passer de l'accélération GPU d'NVIDIA, qui est très très bonne, notamment dans Adobe Premiere. Donc ça, je pense que je suis pas totalement sûr que je pourrais m'en passer. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être un gamer sur PC parce que vous avez vraiment, il y a de la concurrence partout. CPU, carte graphique, c'est génial, franchement. Un autre point aussi d'ailleurs important par rapport à AMD, c'était tout ce qui est ray tracing et aussi super sampling via IA, donc l'équivalent du DLSS. Comme je vous avais dit dans la présentation, ces cartes sont faites pour le DirectX 12 Ultimate qui incorpore le ray tracing, donc elles sont faites pour le ray tracing, elles le supporteront. Et vous avez aussi dans le DirectX 12 d'ailleurs des technos de AI super sampling, donc encore une fois équivalent au DLSS. Alors déjà un truc assez important qu'il faut noter, c'est que AMD avait déjà un truc similaire à DLSS, mais pas totalement similaire non plus. En gros, vous aviez, et c'est toujours disponible d'ailleurs, vous avez un outil dans les drivers AMD avec les 5700 XT et tout ça, toute la série 5000, qui s'appelle Radeon Sharpening. Et en gros, vous l'activez et ça fait la même chose. Ça fait la résolution, enfin ça fait le rendu à une plus basse résolution et ça fait un filtre par-dessus pour rendre l'image plus nette en plus haute résolution. Donc c'est similaire à DLSS, mais pas totalement non plus similaire parce que c'est de l'IA, mais ça n'utilise pas des cœurs spéciaux d'IA sur la carte graphique ou autre chose, c'est juste que ça utilise la puissance brute de la carte graphique. Et par contre, un grand avantage par rapport à DLSS, c'est que c'était niveau driver. Donc tous les jeux qui supportaient genre DirectX 9, enfin non, c'était 10 et 11 et 12, il me semble aussi, ça marchait, genre automatiquement. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir le support dans le jeu, ça marchait automatiquement. Certains jeux ça marchait mieux, certains jeux ça marchait moins bien, parce que chaque jeu est un peu différent, mais c'était directement disponible dans les drivers. Et du coup, l'avantage aussi de Radeon Sharpening, selon moi, c'est que ça donnait une meilleure qualité que DLSS. Ça a été testé. DLSS 1.0 était moins bon que le AMD Sharpening. Maintenant, évidemment, on a le DLSS 2.0 qui est franchement, selon moi, très impressionnant en termes de performance et de qualité. Donc là, j'ai envie de voir justement ce que va nous sortir AMD parce que clairement, avec Sharpening, ils ont réussi à faire quelque chose qui marchait bien. Donc, ils ont juste à l'améliorer. Et on verra bien ce que ça donnera. Mais une chose est sûre, c'est une technologie que vous allez de plus en plus voir, cette upscale par IA, parce que déjà, ça marche plutôt bien. C'est pas si complexe. Et ça permet vraiment d'économiser énormément en performance. Et dans beaucoup d'appareils limités en performance, ça peut être très intéressant. Imaginez, pour la Switch, ce serait hyper intéressant, ça. Vous faites le rendu en 1080p avec... Imaginez, Nintendo, Nvidia travaille sur une nouvelle Switch, la Switch XL, ou la Switch même 2, ou Switch DS Lite Overdoom HD Edition Super. Voilà, peu importe le nom. Nintendo a une très bonne façon de faire les noms comme Nvidia de toute manière, donc je suppose qu'ils auront un nom très original. Dans tous les cas, ils sortent une nouvelle Switch avec une meilleure puce, plus puissante, qui permet vraiment de faire tous les jeux en 1080p sans problème. Eh bien, il pourra juste dire, ah ok,
super sampling. Allez, maintenant, on prend le 1080p et on en fait du 4K. Ça marcherait plutôt bien. Surtout qu'il y a d'autres trucs qu'ils peuvent faire, et c'est ça, c'est aussi assez intéressant. Donc là, c'est quelque chose que Sharpening, justement, ne faisait pas. AMD Sharpening faisait vraiment tout le rendu du jeu à une résolution supérieure, mais vous ne pouviez pas, par exemple, avec l'interface, ça ne marchait pas aussi bien que DLSS. DLSS, l'avantage, c'est que c'est le rendu du jeu qui fait une plus basse résolution et puis il repasse à une plus haute résolution, mais l'interface est quand même fait à la résolution native, si je me souviens bien, et du coup, ben, l'interface est nette, parce que ça peut être un problème que vous pourriez avoir avec AMD Sharpening ou autre chose. Donc là, on peut avoir la même chose avec la Switch. Le rendu du jeu est fait en 1080p et puis repassé en 4K, mais le rendu de l'interface, qui n'est pas très lourd, est fait en 4K. Donc l'interface est nette, les boutons, vous ne voyez pas de trucs sur le bord, sur votre TV 4K, c'est génial. Parce que c'est surtout sur les interfaces qu'on voit quand c'est pas du 4K ou du 1080p, genre en bonne qualité. Je vois, notamment moi avec ma Switch, si je la mets dans la TV, même si c'est du 1080p, ben, une TV 4K, vous voyez que les boutons, ben, il y a de l'aliasing sur le côté, c'est pas hyper beau. Pour le ray tracing, d'ailleurs, il y avait un autre truc qui était assez intéressant, c'est que il y a techniquement des RT Core sur ces cartes AMD. Hein. C'est plutôt, ils appellent ça des accélérateurs de ray tracing. Et c'est pas genre vous avez toute une grosse partie du GPU en mode RT Core. Non, c'est juste sur une partie à chaque fois sur un petit peu le GPU en tant que tel. Vous avez une petite partie à chaque fois qui accélère le ray tracing apparemment. Donc, visiblement, elles sont parfaitement capables de faire du ray tracing vu qu'elles ont carrément des choses pour l'accélérer. Mais il y avait des tests qui avaient été faits parce que AMD a posté des chiffres de performance pour ces accélérateurs RT dans un benchmark que vous pouvez télécharger maintenant. Et du coup, il y en a qui ont téléchargé le benchmark pour comparer avec le RTX 3000. Ils ont montré qu'en gros, ces nouvelles cartes AMD étaient moins puissantes réellement en calcul pur ray tracing dans ce benchmark que les RTX 3000. Après, c'est pas représentatif parce que c'est juste un benchmark. Et c'est avec des cartes qui sont même pas encore sorties. Donc on verra bien. Mais ouais, tenez-en compte. Il y a une petite différence ici. Alors comme on en avait parlé la semaine dernière, on va faire un petit unboxing de la ROG Crosshair 8 Dark Hero, qui est une des nouvelles cartes mères en X570 d'Asus pour accompagner la sortie de Zen 3. C'est d'ailleurs indiqué, il me semble, quelque part ici que c'est compatible Zen 3 directement. Et du coup, cette carte mère a une petite particularité qu'on va voir après. Donc je vous propose d'ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Et nous avons, pendant que je recule le micro pour ne pas taper, nous avons directement la carte mère avec l'habituelle plaque en carton d'Asus avec juste des petites informations, le logo Asus et tout ça, c'est toujours sympathique à voir. Et puis vous avez évidemment la carte mère directement sous une plaque de protection. La voici donc dans toute sa splendeur, je trouve que c'est une carte mère plutôt sympathique à regarder. Nous voyons directement la particularité de cette carte mère, c'est le fait qu'il n'y a aucun ventilateur ici sur le chipset, c'est du full passif, donc ça veut dire que cette carte mère, normalement, durera plus longtemps dans le temps, vu que c'est une pièce mécanique en moins qui peut fail. Et aussi, ça veut dire qu'elle ne fera aucun bruit. Ça, je pense que c'est le plus grand avantage pour beaucoup de gens. Pour le reste, ça reste une carte mère X570 haut de gamme assez classique. Donc, nous avons notamment le socket AM4 juste ici. Nous avons plusieurs slots PCI Express. Ça, c'est du x16, x8, x4, ainsi qu'un x1 ici pour une carte d'extension ou autre chose. On a aussi plusieurs slots M.2, un ici, sous leur protection aussi passive, qui permettra de refroidir le SSD et qui s'accorde assez bien au refroidissement du chipset. Nous avons les 4 slots de RAM. Nous avons aussi un bouton pour la démarrer quand il n'y a pas de bouton dans le boîtier, ce qui est plutôt pratique, ainsi qu'un petit post LED pour voir s'il y a une erreur ou autre chose. On a aussi, du coup, 8 ports SATA, donc à peu près tout ce qu'il faut. Un port USB 3.2 Gen 2, c'est compliqué à chaque fois. Un autre port USB ici, USB 3, encore une fois, mais sous l'autre format. Vous avez pas mal d'USB, pas mal de ventilateurs aussi. Vous voyez qu'il y en a 3 ici. Nous avons encore un ici, plus d'autres en bas, plus certainement un par ici, je pense qu'il doit en avoir un. Au niveau de l'alimentation, d'ailleurs, il y a du bon refroidissement. Comme vous pouvez voir au niveau de l'alimentation, il y a un 8 pin plus un 4 pin. Vous pouvez pas le voir, c'est un petit peu caché derrière, mais largement suffisant pour n'importe quel processeur Zen 3. L'étage d'alimentation d'ailleurs sur cette carte mère pour le processeur est complètement overkill selon Asus, l'un des meilleurs pour l'overclocking. Et c'est à peu près tout, hein. C'est une jolie carte mère. Maintenant je vous propose de voir le reste, donc notamment l'arrière. Donc nous avons pas mal d'USB, énormément d'USB. Nous avons aussi le reset et le système pour flasher le BIOS sans même avoir de processeur installé, ce qui est très pratique ça. Vous avez aussi 2 ports Ethernet, 1 gigabit et un à 2,5 gigabit. Donc celui-là vous permettra de connecter si vous avez un routeur Asus par exemple. Carte son, tout ce qu'il faut.
Et ben, une bonne sélection de ports, franchement, je pense que pour la plupart des gens, ça correspondrait vraiment pas mal. Et pour le reste, ben, c'est à peu près tout, hein. Vous pouvez regarder sur tous les points de vue. C'est encore une fois, très jolie carte mère, selon moi. Et très complète sur tout ce que vous pourriez vous attendre d'une carte mère, en tout cas. On va la mettre de côté et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, je vais laisser ouvert sur la droite, sinon je ne verrai pas ce qui se passe. Nous avons ce qui permettait de recevoir la carte mère ici. Vous pouvez l'utiliser pour stocker autre chose. Donc pilote sur un CD, ça vous pouvez jeter, aller directement télécharger les derniers sur le site, je vous conseille largement. Nous avons un manuel pour guide d'utilisation, je vous recommande si vous ne savez pas par exemple quel port SATA utiliser ou autre chose, toujours pratique. Nous avons aussi un truc qui nous remercie d'avoir acheté une carte mère ROG, nice, je ne l'ai pas acheté, c'est juste Asus qui la prête pour cet unboxing. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce n'est pas sponsorisé et qui récupère la carte mère après. Nous avons des autocollants, ça c'est très pratique, vous avez des petits autocollants que vous pouvez coller sur les câbles SATA pour savoir qui est qui, très pratique. Et si on regarde dans le reste de la boîte, il y a toujours les accessoires, voilà, cachés juste en dessous là, on va poser ça sur la carte mère. La habituelle carte, enfin plutôt antenne Wi-Fi que vous avez sur toutes les cartes mères Asus depuis je ne sais combien d'années. Elle marche très bien, il n'y a aucun problème, je tiens à le préciser. Nous avons un coaster, oh, ça c'est pour mettre, si vous avez un verre, vous pouvez le mettre dessus. Des câbles, ça c'est un câble RGB pour étendre à mon avis pour avoir plus de RGB. Vous avez aussi un petit câble ici, encore une fois RGB, beaucoup de RGB en gros. Il y en avait plusieurs d'ailleurs de ports RGB sur la carte mère, dont du 12 volts et du 5 volts. Ça, c'est le Q-connecteur d'Asus pour connecter tous les connecteurs d'avant de votre boîtier, donc le bouton d'alimentation et tout ça. Très pratique parce que ça vous permet de le connecter facilement et puis juste de brancher tout sur la carte mère. Et là, vous avez du SATA en veux-tu, en voilà. Nous en avons 4. Donc, de quoi populer la moitié des ports SATA. Largement suffisant pour la plupart des gens. Et c'est à peu près tout au niveau des accessoires. Et voilà, c'est tout pour cet unboxing. Je ne connais pas encore le prix de la carte mère, ni quand elle sortira exactement. Elle doit sortir pour à peu près la sortie de Zen 3. Et du coup, ben, c'est à peu près tout. Ensuite, nous avons eu la sortie des RTX 3070. Je vous rappelle, c'était aussi cette semaine-ci, d'où le nom du fait que je dis que c'est vraiment la semaine des cartes graphiques. Donc, on a eu d'abord la Founder Edition, vous avez mon test, ainsi que les modèles custom qui sont sortis le même jour que la sortie officielle, le jeudi, donc, à 14 h. Et il n'y en a aucune en stock. Il n'y a toujours aucune en stock, hein, depuis l'autre vidéo que j'ai sortie justement vendredi. C'est toujours la merde, rien en stock. Les prix ont flambé sur la plupart des marchands, des revendeurs, notamment tous les sites sous on va dire le contrôle de LDLC, donc Top Achat, Matériel.net, eux, ils sont tous au même prix. D'ailleurs, j'ai une vidéo à faire là-dessus, mais pour ceux qui se disent « Ah, est-ce que le rachat de Top Achat a influencé Top Achat, justement, par LDLC hein ?» Et le truc, c'est oui. Mais en fait, ils ont fait ça d'une manière assez intelligente. Ils n'ont pas augmenté le prix, en fait, tout de suite. Ils ont augmenté le prix des nouveaux produits. Ils ont attendu que... Genre, les produits existants n'ont pas vraiment bougé, j'ai remarqué ça. Mais dès qu'il y avait un nouveau produit qui était ajouté, il était au même prix qu'LDLC. Et littéralement, Top Achat, pour les cartes graphiques, est exactement au même prix qu'LDLC. Il y a zéro différence. Donc, yep, pour moi, malheureusement, Top Achat est un petit peu mort. Alors que je les aimais assez bien, franchement. J'ai même fait une vidéo sponsorisée récemment pour Nvidia Broadcast. C'était sponsorisé par Top Achat hein, et Nvidia. Et yep, c'est vraiment dommage d'avoir ça. Donc ouais, est-ce que techniquement c'est une vidéo sponsorisée pour LDLC du coup que j'ai fait? Oh mince, fuck. Bon, techniquement non, mais techniquement oui. Ah, c'est vraiment particulier. Bref, dans tous les cas, c'est la merde niveau prix, c'est la merde niveau disponibilité. Il y a une correction que j'aimerais faire. Et je tiens à vraiment le préciser. C'est pour cette Strix, cette 3070 Strix. C'est au niveau du prix. Et c'est justement le contact chez Asus qui prête la carte. Hein, c'est un prêt, je tiens à le préciser. Rien sponsorisé. M'a dit, hey, au fait, on a un e-shop qui existe. Et sur le e-shop, c'est le vrai prix. C'est le vrai prix annoncé que nous, on annonce pour le web. Et comme vous pouvez voir, la 3070 Strix, de base, non overclockée, qui est, selon moi, largement suffisante. Vous pouvez prendre celle-là et l'overclocker, vous aurez la même, ça vous donnera les mêmes performances que la version overclockée. Elle est vendue 647 €. C'est toujours beaucoup plus cher, évidemment, qu'une 3070 Founder Edition. Mais là, c'est déjà plus honnête comme prix. Parce qu'on est à mi-chemin entre la 3070 et la 3080. Personnellement, si j'avais
ça comme argent pour acheter une carte graphique, j'économiserais quand même pour la 3080. Mais là, c'est honnête comme prix. Vous voyez, c'est genre, ok, c'est une 3070 haut de gamme, elle a un prix plus haut de gamme, mais elle n'est pas non plus au niveau de la 3080 en termes de prix. Et du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi les prix sont flambés comme ça, littéralement, chez les retailers, bon, il est toujours flambé, enfin, il est toujours flambé quand il n'y a pas de disponibilité, donc c'est le cas actuellement. Mais même s'il y avait de la disponibilité et que du coup, techniquement, il n'y aurait pas de problème à mettre, enfin, il n'y aurait pas on va dire l'offre et la demande, et du coup, la demande est tellement importante que l'offre augmente en prix. LDLC, tout ça, mettent toujours plus cher, apparemment. Genre, ils font exprès de les mettre plus cher. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que les Strix sont souvent très populaires pour beaucoup de gens et que du coup, ben, ils se disent « Oh, ben, on va les mettre plus cher, comme ça on se fait de l'argent facile. » Et de toute façon, les gens sont toujours prêts à attendre à payer plus pour une Strix vu qu'elles sont haut de gamme. Je suppose qu'il y a de ça. Mais ouais, si vous les prenez sur le eShop d'Asus, c'est le vrai eShop Asus officiel France, hein, ben, vous les aurez moins cher. Bon, par contre, il n'y a pas de stock non disponible. Vous pouvez même pas précommander ni rien. C'est assez abusé. Je pense qu'il devrait... Moi, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de truc de précommande. Hein? Vous voyez, juste vous précommandez. Surtout que maintenant, on sait ce que ça... Enfin, précommande. C'est plutôt vous préacheter. Comme ça, ils vous disent, OK, vous êtes autant dans la file d'attente. On en reçoit autant cette semaine-ci. Genre, ils vous disent chaque semaine combien ils en reçoivent et vous savez quand vous allez l'avoir. Ce serait bien. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune boutique qui le fait vraiment. Il y a certaines personnes qui ont commandé DLC et tout ça et qui ne savent pas quand leur carte va arriver, littéralement. J'ai d'ailleurs aussi précommandé quelque chose qui devait être sorti depuis septembre, que je n'ai toujours pas. On arrive au mois de novembre, la vache, qui est en stock nulle part aussi. Mais c'est pas une carte graphique, mais c'est similaire à ce qui arrive en ce moment aux cartes graphiques. Et je ne sais même pas quand ça arrive. Donc, je pense que Asus pourra avoir un avantage ici à faire justement un vrai système de précommande et informer les gens chaque semaine. Ok, cette semaine-ci, on en a eu 0. Ben voilà, il n'y en avait pas, désolé. Mais au moins, les gens voient quand ils pourraient l'avoir. Après, évidemment, il y a beaucoup de gens qui poseraient des questions en mode « Ouais, vous l'avez toujours pas » et tout ça. Mais bon, je pense que selon moi, c'est la rançon de la gloire. Hein, c'est vraiment ça. Si vous faites un système comme ça qui marche bien, il y aura forcément des gens qui vont poser plein de questions, mais bon. Ensuite, on a une petite news rapide sur une rumeur, encore une fois, de cette fameuse RTX 3060. On le sait qu'elle arrive. On le sait clairement qu'elle arrive. Elle arriverait pour le 17 novembre, apparemment. Il n'y a aucune information pour le moment. Et ça me paraît un petit peu tôt, vu que il n'y a rien qui a été annoncé jusqu'à maintenant. Mais, yep, tenez compte que les cartes milieu de gamme, parce que là, ça va être plus une carte, moi, que je qualifierais de milieu de gamme. Bon, c'est le haut du milieu de gamme, clairement. Hein. C'est pas le vrai full milieu de gamme, mais c'est le haut du milieu de gamme. Mais ça reste le milieu de gamme, du coup. Et ce serait une carte qui serait certainement vendue en dessous de 400 €. Et ça va être une carte qui, évidemment, va être très populaire. Hein. Je vous rappelle, la RTX 2000 la plus populaire qui existe, c'est la 2060. C'est celle qui s'est vendue le plus. La GTX 1000 la plus populaire, c'est la GTX 1060. C'est celle qui s'est vendue le plus. La GTX 900 la plus populaire, c'est la 960 et aussi un peu la 970. C'est toujours les plus populaires. Donc celle-là, ce sera la même chose. Ce sera certainement l'une des plus populaires. À voir aussi s'il y a une 3060 non TI. D'ailleurs, ils disent que c'est une TI, mais on ne sait pas si c'est vraiment une TI ou si ce sera juste une 3060 tout court. Et puis plus tard, ils feront une super ou autre chose. On verra bien. Dans tous les cas, oui, ça arrive. Même chose avec AMD. Hein. Il y a des RX 5, pas 5000, des RX 6700 qui doivent arriver, qui seront sur RDNA 2.0 aussi, qui devraient être en dessous de 200 watts au niveau consommation. Donc ça devrait être plutôt intéressant. Et qui offriront des performances, selon moi, certainement similaires à une RTX 3060, si elle existe. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, cette RTX 3060... donc la 3090 et la 3080 utilisent le même GPU, hein, pour ceux qui se demandent, c'est jusqu'à la 3080 est castrée à mort. La 3090 est un petit peu castrée aussi. C'est pas le full GPU que vous pourriez avoir. Il y a 2% du GPU qui est désactivé. Oui, c'est rien, hein, mais il y a quand même 2% de la carte qui est désactivée. La 3070 utilise un autre GPU, donc c'est le GA104, et du coup cette 3060 ou 3060 Ti utilisera le même GPU, donc ce sera techniquement une 3070 encore plus castrée en gros. Il y a un petit peu de suppositions de la puissance, genre le nombre de coups d'accord et tout ça, mais franchement on ne sait pas. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Encore une fois, ça n'a jamais été une aussi bonne période pour être un gamer sur PC.
malgré tout ce qui se passe évidemment dans le monde. Je parle plus ici pour vraiment acheter un PC parce que c'est la première fois vraiment depuis énormément d'années que AMD et Intel sont vraiment en mode concurrence et que Nvidia et AMD semblent être aussi en niveau concurrence. Bon, on n'a pas encore les tests des cartes graphiques AMD encore, mais visiblement ça devrait être quand même offrir de la concurrence. Et enfin, une petite dernière news rapide, vu qu'on a parlé trop de cartes graphiques. Samsung a développé avec l'université de Stanford un écran avec une densité de pixels de 10 000 ppi. Donc 10 000 ppi, c'est 10 000 pixels per inch, donc c'est-à-dire 10 000 pixels par pouce. Enfin, pas par votre pouce, mais le pouce, la mesure évidemment de distance. Et c'est par pouce carré techniquement ici. Donc pour resituer un petit peu, un écran de téléphone par exemple, c'est 300 à 500 ppi. Pour la plupart des bons téléphones, les moins bons téléphones, ce sera plus de 200 ppi. Un écran de PC, comme j'ai actuellement devant moi, c'est une centaine de ppi. Donc il y a une centaine de pixels par pouce, en gros, carré. Et pour une TV, c'est plus en dessous, largement en dessous de 100 pixels, enfin 100 ppi pour ceux qui se demandent. Évidemment, le nombre de pixels par pouce dépend de votre distance par rapport à l'écran. Donc un écran de PC, c'est pas grave si ça fait juste 100 ou 200 ppi. Un téléphone, par contre, si ça fait 100, 200 ppi, vous allez le voir. Donc là, il faut du 300, 400, 500. Le Retina, d'ailleurs, c'est juste au-dessus de 300 ppi, hein, le Retina de Apple. Donc c'est pour vous situer. Donc là, 10 000 ppi, c'est juste genre... Et vous allez me dire, à quoi ça sert? Alors, ça pourrait servir pour les smartphones, mais c'est pas le but ici. La grosse utilisation, c'est pour la VR. Tout simplement, les casques de réalité virtuelle. Parce que les casques de réalité virtuelle, si vous avez déjà testé, les écrans ne sont pas encore suffisamment bonne résolution. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste littéralement devant vos yeux. Genre, ils sont là. Hein. Quand vous regardez un casque VR, c'est à peu près à cette distance-là. Vous avez évidemment, je ne sais plus comment on l'appelle, on va dire l'objectif, ouais, on va dire ça, qui permet de mettre l'image correctement pour votre œil. Donc, l'écran est à peu près à cette distance-là. Hein. Du coup, là, c'est beaucoup plus proche qu'un téléphone parce qu'un smartphone, vous feriez plutôt cette distance-là. Donc, c'est genre 3 fois plus proche qu'un smartphone de vos yeux. Donc là, il faudrait au moins du 1000-1200 ppi pour que ce soit vraiment tip-top nickel au niveau densité. Sauf que la plupart des casques VR utilisent des écrans de téléphone, en fait. Genre vraiment, ça utilise souvent des écrans de téléphone assez denses niveau densité de pixels, mais pas encore assez, quoi. Donc là, 10 000 ppi, ça vous donnera un casque VR qui juste vous mettez, vous êtes en mode, vous ne savez pas que c'est un écran devant vous. Et ça, c'est un gros point positif. Enfin, dernier segment de ce Texama Show, très rapidement. Je vends quelque chose, donc c'est pas un truc sponsorisé, j'ai quelque chose à vendre pour ceux qui seraient intéressés. Et du coup, ce quelque chose que je vends, c'est un ROG Strix Scar 3, qui est un ordinateur portable gaming. Selon moi, très classe au niveau design, avec tout ce qu'il faut au niveau port, 3 USB, jack ici combiné, 2 sorties vidéo, Ethernet, le port de chargement à l'arrière, rien sur la droite, ce qui est préférable si vous avez une souris gaming. Il a des specs, selon moi, très très bonnes. Vous avez le Core i7 9750H. Alors vous allez dire, oh, c'est pas un 10e génération. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la 9e et la 10e génération de Core i7 et Core i9 sur mobile. Genre vraiment pas beaucoup. Et par contre, un avantage qu'il a pour celui qui sait l'exploiter, c'est que vous pouvez l'undervolter. Parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur les processeurs mobiles Intel. Enfin, que vous pouviez faire, qui a été fixé avec les dernières mises à jour de BIOS ou avec les derniers ordinateurs portables qui sont sortis. Et qui, en gros, vous permettait avec Intel XTU, qui est un programme d'overclocking Intel, mais aussi d'undervolting et tout ça, de undervolter votre processeur. Et en gros, il fonctionne à un plus bas voltage. Donc, il chauffe moins, beaucoup moins. Donc, comme il chauffe moins, il booste plus haut. Donc, vous avez des meilleures performances. Et en plus, ça diminue le bruit que fait l'ordi. Et en plus, vous durez plus longtemps sur batterie. Genre, c'est tout bénef. Certains constructeurs le font eux-mêmes, c'est undervolting, il faut le savoir. Il me semble qu'Asus le fait en partie sur leurs Zephyrus et tout ça, mais c'est très rare quand même. Mais ouais, c'est génial. C'est vraiment génial. Et c'est pas très compliqué en plus. Le problème, c'est que c'est fixé maintenant sur les Core i7 de 10e génération. Il y a très peu de constructeurs qui ont sorti des ordi portables où vous pouvez retourner sur un BIOS de l'ordi qui permet de faire ça. Et du coup, c'est extrêmement dommage parce que c'est hyper intéressant. Et du coup, je vous le dis, ce Scar 3 avec un undervolting est plus performant qu'un Core i7 de 10e génération avec le même nombre de cœurs.
il est plus performant, littéralement. Donc, meilleur score dans tous les programmes, meilleur FPS dans tous les jeux, et surtout, il chauffe moins, et il utilise moins de batterie. Donc, c'est vraiment tout bénef. Du coup, cette chauffe inférieure aussi vous permet d'overclocker la carte graphique. Donc là, vous avez une RTX 2070 avec 8 Go de RAM. C'est pas un modèle super d'ailleurs. Enfin, c'est une bonne carte graphique, mais c'est pas le modèle super. Ça porte vraiment en confusion ce nom. Enfin bref, du coup, largement suffisant pour la plupart des jeux. L'écran est en 1080p 144 Hz. Vous avez Windows dessus. Vous aurez toujours Windows dessus, vous l'achetez. Je vais les reset, évidemment. Vous avez un SSD 512 Go avec un disque dur encore en plus pour ceux qui se demandent d'un Tera, il me semble. Donc largement suffisant. Vous pouvez l'upgrade très facilement. Il est très facile à ouvrir comme ordi. Vous pouvez upgrade la RAM très facilement. Il y en a 16 Go. Et c'est à peu près tout, il me semble. Donc ouais. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail d'offre à contact.aureliensama@gmail.com. C'est mon mail de contact qui est aussi dans mon à propos de ma chaîne. Donc si vous voulez aller le chercher là-bas, c'est plus facile. Que des offres sérieuses, je vais être très honnête. Si vous êtes en mode, ouais, je te en offre 500 €. Non, juste, vous voyez la porte là derrière, vous la prenez. Enfin, vous la prenez pas littéralement, vous l'ouvrez et vous sortez. Parce que, voilà, soyons honnêtes, ça reste un très bon ordi. Il est encore sous garantie. Il n'est pas très vieux. Il a moins d'1 an actuellement, pour ceux qui se demandent. Et du coup, oui, il est encore très très bon. La raison pour laquelle je le vends d'ailleurs, c'est parce que j'en ai un meilleur, tout simplement. J'ai fait une vidéo sponsorisée récemment dessus, hein, pour ceux qui se souviennent. J'ai un ordi maintenant avec un Core i7 de 10e génération Weaker au lieu de Seeker. Il n'a pas l'undervolting et c'est franchement dommage. C'est un des trucs que je regrette le plus, mais bon. Il a un meilleur écran, il a une meilleure carte graphique, je lui ai mis plus de RAM aussi. Il en avait 16 quand même au début, mais j'en ai mis 32. Donc ouais, il est juste meilleur sur tous les points. Donc il y a un moment, voilà. Forcément, je reste avec le meilleur ordi ici, mais franchement, c'est un très bon ordi. Je l'utilisais pas mal de temps, comme je faisais mes timelapses sur YouTube et tout ça avec, pour information. Il n'a pas trop tourné non plus, parce que je l'ai eu un petit peu avant le démonétiser. Un petit peu avant le... Non, il faut pas que je le dise. Un petit peu avant la situation actuelle, quelques mois à peine avant, en fin d'année dernière. Et du coup, j'ai eu aucun déplacement d'ici là. Donc, j'ai pas pu me déplacer avec. C'était le but d'avoir un bon ordinateur portable gaming. C'était, oh, je vais me déplacer avec, je vais pouvoir faire mes trucs et tout. Jamais pu. Jamais pu. Donc, il est toujours resté là. Il a presque pas bougé. Même, il a pas bougé du tout. Je l'ai descendu les escaliers, je suis remonté avec. C'est à peu près tout, franchement. Et du coup, il n'a pas trop d'utilisation encore en réalité, parce que j'ai mon PC principal à la maison, donc ça allait. Le but, c'était de l'utiliser quand j'étais pas à la maison, justement. Donc ouais, très peu d'utilisation, mais quand même un petit peu. Très bonne performance, et surtout, c'est un SCAR 3, et moi je le trouve excellent. Il a tout le RGB d'ailleurs. Il y a des bandes RGB partout, là. Tac, 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 tac. Vraiment génial. D'ailleurs, quand vous l'ouvrez, si quelqu'un veut l'ouvrir, c'est la personne qui achète, attention qu'il y a un câble pour les bandes RGB. Juste faire attention à ça. Mais après, s'il est endommagé, c'est juste qu'il n'y a plus de RGB, donc c'est pas une grande perte techniquement, mais bon. Donc ouais, si quelqu'un est intéressé, envoyez-moi un mail, que des offres sérieuses, que des livraisons en Europe, y compris la Suisse, parce que c'est à peu près la même chose. Mais oui, que Europe. Si vous êtes autre part que l'Europe, je suis désolé, pas possible, ça va coûter trop cher en livraison. La livraison, c'est vous qui payez, parce que voilà, genre, comme ça au moins on est sûr que si quelqu'un est un petit peu trop loin ou un endroit particulier, voilà. Mais bon, faites vos offres, je suis intéressé de voir qui voudrait l'avoir. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis ciao ciao.